Alors bonjour et bienvenue à cette cinquième capsule en fait sur le chapitre 3. Donc je vous rappelle, dans la quatrième capsule, on a vu plus en détail les doubles liaisons et on a vu qu'il y a la nomenclature qui s'applique pour les doubles liaisons qui sont la nomenclature EZ. On a fait l'exercice qui est présenté ici dans la dernière capsule. Puis ce que je voulais faire, c'est que en fait j'ai oublié de vous présenter une diapositive sur les alcènes, donc je vais le faire rapidement. De toute façon, on va le revoir plus tard dans le chapitre 5, lorsqu'on va voir des réactions avec les alcènes. Juste pour vous montrer que il y a une stabilité relative des alcènes qui va, plus vous avez de groupements de chaînes de carbone autour de l'alcène, plus c'est stable. Puis plus vous avez remplacé ça par des hydrogènes, moins c'est stable. Okay? Donc ça va venir surtout lorsqu'on va commencer à parler des alcènes plus tard, avec leur réactivité. Puis une des choses qui est importante, c'est que lorsque vous avez des alcènes qui sont soit cis ou trans, ou si vous préférez EZ, à ce moment-là, vous avez une différence qui est très très présente sur comment un alcène qui est cis est beaucoup moins stable qu'un alcène qui est trans. Pourquoi? Parce que dans l'alcène qui est cis, les groupements qui sont de priorité plus importante, qui sont généralement des atomes plus volumineux, vont être très très proches les uns des autres. Ça amène ce qu'on appelle une tension stérique. Stérique veut dire dans l'espace. Okay? Donc ça amène une tension dans l'espace parce que les deux sont trop proches les uns des autres, tandis que dans un isomère trans, à ce moment-là, les groupements sont plus éloignés les uns des autres, puis ça permet une plus grande stabilité. Donc ça, c'était pour les alcènes, donc c'est la petite portion que j'avais oubliée. Là, ce que je vais vous parler, c'est d'un nouveau sujet complètement différent. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire, donc j'espère que la capsule sera pas trop longue là, pour vous. Donc j'ai plusieurs choses par rapport au prochain sujet qui s'appelle la chiralité. Donc je vous explique d'abord qu'est-ce que c'est que la chiralité de façon générale. Donc la chiralité, c'est lorsqu'on regarde un objet, puis qu'on regarde son image miroir. Si l'objet et son image miroir ne peuvent pas se superposer, à ce moment-là, on appelle ça un objet qui est chiral. Tandis que si l'objet et son image miroir sont superposables, à ce moment-là, on dit que c'est achiral. Alors, ce qu'on va voir, c'est que par exemple, ici, vous avez une balle qui est symétrique. Donc, la symétrie de l'objet en question va être très, très importante. Si vous prenez une balle puis vous la coupez en deux, vous allez voir que de part et d'autre de la balle, c'est pareil. Ça veut dire que si vous prenez la balle puis vous la mettez devant son image miroir, le côté gauche puis le côté droit sont pareils. Donc, on va pouvoir les superposer sans trop de problème. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un objet qui est symétrique, parce que vous avez une symétrie dans l'objet. On va dire que cet objet-là est donc achiral, ça veut dire absence de chiralité. Donc le A, ici, dans achiral, donc le A, c'est pour absence de. Donc vous allez voir souvent des mots là, qui commencent par un A suivi du reste du mot, qui veut dire absence de le mot en question. Donc achiral veut dire absence de chiralité, tandis que si vous prenez un objet qui est asymétrique, une main, ok, votre main, par exemple, droite, vous la mettez devant un miroir. Ce que vous allez avoir comme réflexion, c'est votre main gauche. Okay? Puis si vous essayez de superposer votre main droite sur votre main gauche, sans utiliser le plan de symétrie, ça veut dire sans utiliser le miroir, vous ne serez pas capable de superposer une main sur l'autre. Hein? Je vais vous le montrer là, avec ma webcam. Donc si vous prenez votre main droite, ok, comme ça ici, puis vous prenez votre main gauche, hein, ils sont si on les met devant un miroir, donc s'il y a un miroir ici dans le centre, c'est la réflexion de l'un dans l'autre. J'essaie de les superposer. Qu'est-ce qui arrive, c'est que je ne peux pas les superposer comme ça. Il faudrait que je les superpose avec le plan de symétrie. Ce que j'ai pas le droit de faire là, présentement. Parce que ça, c'est s'il y aurait un miroir. Fait que je peux pas les superposer. Pourquoi? Parce que sur ma main droite, il y a un pouce qui va d'un côté, tandis que sur ma main gauche, le pouce va de l'autre côté. Et vice-versa. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment des objets qui sont différents
d'une part par rapport à l'autre, donc des objets qu'on dit asymétriques. Okay? Donc l'objet qui est ici, votre main, droite ou gauche, c'est un objet asymétrique, donc c'est un objet qu'on dit chiral. Alors la chiralité, cette propriété-là que des objets peuvent avoir, elle va aussi s'appliquer pour des molécules. Pourquoi? Parce que les molécules sont en 3 dimensions, donc ils peuvent être eux aussi symétriques ou asymétriques. Donc ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les molécules qui sont asymétriques. Pour qu'une molécule soit asymétrique, il faut vraiment avoir autour d'un carbone tétraédrique, donc un carbone qui fait 4 liens différents, il faut que les groupements soient tous différents. Ça veut dire que ce qui est lié d'un côté, donc ici, là, si vous regardez, on a un groupement A qui est bleu, un groupement B qui est vert, un groupement D qui est rouge, puis un groupement E qui est jaune. Donc, c'est 4 boules différentes. Donc, quand vous avez 4 boules différentes, vous avez ce qu'on appelle un carbone qui est asymétrique, qui est chiral. Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, si je regarde ça, c'est que je ne serais pas capable de prendre son image miroir puis de le superposer. Je vais vous montrer le tout à l'aide de mes modèles moléculaires que j'ai ici. Fait que je vais essayer de vous montrer. Donc, j'ai 2 modèles moléculaires. Donc, je vais ouvrir juste la lumière ici pour que vous puissiez un petit peu plus voir les couleurs. Donc, j'ai 2 modèles moléculaires. Vous pouvez voir ici les 2 modèles que j'ai. Ils ont 4 boules de couleurs. Donc, blanc, bleu, rouge et vert. Puis j'ai la même chose sur celui-là. Puis en fait, j'ai exactement la même molécule. OK? Ils se superposent les uns sur les autres, comme ceci. Si je les mets un par-dessus l'autre, c'est exactement de la même orientation. Le rouge sur le rouge, le vert sur le vert, le bleu sur le bleu. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux prendre une molécule, OK? Puis je vais la transformer dans son image miroir. Pour faire ça, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre 2 boules de n'importe quelle couleur, celle que vous désirez. Par exemple, je peux prendre le rouge, puis le blanc, puis les échanger de place. Donc, je vais mettre le blanc où le rouge était, et je vais mettre le rouge où le blanc était. Donc, je les échange. Donc, maintenant, ce que j'ai créé, c'est que j'ai créé, avec 4 boules différentes, okay, autour du carbone central, j'ai créé l'image miroir de ma molécule que j'avais au départ. Comment on va voir ça? Ben, c'est que si je prends cette molécule-là, puis que je la mets devant l'autre que je n'ai pas changé, ce que vous allez voir, c'est qu'ils sont vraiment là, l'image miroir l'un de l'autre. Donc, ils se reflètent l'un dans l'autre. Donc, la boule bleue qui est en arrière, j'essaie de vous le montrer, des fois c'est un petit peu plus difficile. La boule bleue qui est en arrière ici, elle se reflète dans celui qui est là. Donc, c'est comme si j'avais un miroir là où j'ai mon visage là, au centre. Okay? Donc, c'est comme si un miroir ici, ils sont l'image miroir l'un de l'autre. Ça fait en sorte que je ne peux pas les superposer. Si j'essaie de les superposer, regardons qu'est-ce qui se passe. Je mets le blanc sur le blanc, le rouge sur le rouge, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ici, la boule bleue qui est là est avec la verte. Tandis qu'à l'arrière, c'est la verte qui est avec la bleue. Fait que là, on peut se dire, OK, on va essayer de mettre le vert et le bleu un par-dessus l'autre. Donc, je vais échanger comme ça ici. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai fit comme ça. Vert, vert, bleu, bleu. Sauf que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est le rouge et le blanc qui ne se superposent pas. Donc, j'ai vraiment 2 molécules différentes. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est que pour revenir à ma molécule de départ, je peux refaire un échange de 2 molécules, 2 groupements. Donc, je prends le rouge, puis là, je vais prendre le bleu, puis je vais les switcher. Tantôt, j'avais switché le blanc puis le rouge, mais là, je peux faire avec des groupements différents. Puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est que celui-ci, okay, que j'avais modifié au départ, je l'ai remodifié une deuxième fois. Puis là, il va revenir à sa forme de départ. Donc, quand je vais essayer de superposer une molécule avec l'autre, ils sont exactement la même molécule. Donc, ce que je viens de vous démontrer avec comme un petit tour de magie un peu, c'est que on est capable de passer d'une forme pour une molécule qui est chirale à une autre forme. Donc, il existe 2 formes distinctes de la molécule qui est une molécule chirale. On va leur donner des noms un petit peu plus tard avec des appellations, mais pour l'instant, je vais juste vous montrer qu'on a besoin de vraiment
4 groupements différents autour du carbone. OK? Donc ici, vous avez le dessin qui vient d'un manuel, où qu'est-ce qui arrive, c'est que si on a pas 4 groupements différents, admettons qu'on a A, OK, on a 2 fois le même groupement. OK, par exemple, 2 fois CH3. Puis qu'on a après ça d'autres groupements ici, mettons un OH puis un Cl, puis on essaie de voir avec son image miroir, qu'est-ce qui arrive, c'est que les deux molécules sont superposables. Il faut absolument que les 4 groupements soient différents autour du carbone au centre pour que la molécule soit chirale, ou ce qu'on appelle aussi asymétrique. Donc c'est vraiment ça que nous, on va s'intéresser. Oups, c'est pas ça que je veux faire, excusez-moi, c'est ça ici, comme ça. Alors, ce que je vais vous parler par la suite, c'est comment un petit peu ça a été découvert. Ça, je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc, la découverte des molécules chirales, ça a été faite par Louis Pasteur en 1848, lorsqu'il regardait les cristaux de sel acide tartrique. Donc, qu'est-ce qu'il voyait? C'est que les cristaux de l'acide tartrique, il se cristallisait d'une façon très très particulière. Il y avait une orientation particulière à ces cristaux-là. Il était capable de voir que certains cristaux étaient orientés d'une certaine manière, comme orientés vers la droite, tandis que d'autres étaient orientés vers la gauche. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris des cristaux qui étaient juste orientés vers la droite, puis il a essayé d'analyser ça, puis il a fait un mélange entre les cristaux orientés vers la droite, puis ceux orientés vers la gauche, pour voir qu'est-ce qui se passait avec ça. OK, donc vous avez ici un cristal qui est orienté d'une façon, puis lorsqu'on mélange avec un autre qui est orienté de l'autre façon. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il s'est rendu compte, c'est que s'il utilisait juste les cristaux orientés vers la droite, puis il faisait passer un faisceau lumineux, il y a quelque chose qui se produisait, tandis que quand il prenait les deux ensemble, rien ne se produisait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'activité optique de ces molécules-là. Donc, quand on prend une molécule qui est chirale, donc qui est asymétrique, donc il n'y a pas de symétrie. Donc, lorsqu'on prend une molécule chirale, puis on va la mettre avec une source de lumière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a un appareil dans lequel on a une source lumineuse, on a un filtre qui est polarisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il bloque la lumière qui n'est pas dans la direction exacte du filtre. Parce que la lumière se propage comme une onde dans toutes sortes de directions. Si elle arrive comme ceci sur le filtre, qu'on a orienté droite, verticalement plutôt, cette source-là de lumière ne va pas passer le filtre. Donc la seule source qui va passer, c'est celle qui va être exactement dans l'orientation du filtre. Donc totalement verticale. Puis lorsqu'elle va arriver vers l'échantillon, si notre échantillon contient une molécule qui est chirale, elle va dévier ce vecteur-là de la lumière. Donc, elle va dévier la lumière dans une certaine direction, à un certain angle. Puis, on va pouvoir le voir puisqu'on va pouvoir avoir un autre filtre qu'on va pouvoir tourner jusqu'à temps qu'on puisse avoir la lumière que la source nous envoyait au départ. Mais là, on va voir que l'orientation est différente par rapport au filtre de départ. Puis ça, la différence entre les deux va nous donner l'angle de déviation que peut avoir les molécules chirales. Alors, quand vous envoyez votre source droite, celle-ci, là, va passer. Elle va passer dans l'échantillon. L'échantillon, lui, contient des molécules chirales, fait tourner, dévier la lumière. Et cette déviation-là, on peut le voir à l'aide de l'autre filtre. Parce que si on le met droit, le deuxième filtre, on ne verra rien. On ne verra pas de lumière. Il va falloir le faire tourner jusqu'à temps qu'on puisse voir la lumière dans notre œil. Puis là, on va voir que la différence entre l'orientation après l'échantillon par rapport à la lumière qu'on a envoyée avant l'échantillon, il y a une différence d'angle. Cet angle-là, on appelle ça l'angle alpha. OK? Et c'est cet angle-là qui est caractéristique vraiment des molécules chirales. Donc, les molécules chirales peuvent faire dévier la lumière. Ce qui arrive, c'est que là, on a deux types de molécules chirales. Vous avez une molécule chirale puis son image miroir. Fait que si une molécule chirale, la première fait dévier la lumière vers la droite, OK? Donc, par exemple, ici, elle fait dévier vers la droite, on va dire que c'est un alpha qui est positif. Donc, vers la droite, c'est positif.
tandis que son image miroir va faire dévier la lumière dans le même angle, mais vers la gauche, donc dans un angle qu'on dirait négatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on va prendre juste un des deux images miroirs, donc mettons qu'on prend juste l'acide tartrique qui va à la droite, il va faire dévier la lumière à droite, donc on appelle ça dextrogir, donc il fait dévier la lumière à droite, tandis que lorsqu'elle fait dévier la lumière à gauche, on va appeler ça lévogir. On va les revoir un petit peu plus tard, tantôt. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que si jamais on décide de faire un mélange, 50 de dextrogir, ok, ouais, le lévogir est là, donc 50 de dextrogir, donc qui fait dévier la lumière à droite, puis 50% de lévogir qui fait dévier la lumière à gauche, donc on fait un mélange 50-50, moitié-moitié. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que celui à droite veut faire dévier la lumière à droite, tandis que celui à gauche va faire dévier la lumière du même angle, mais dans l'autre sens, fait qu'ils vont s'annuler au total. Donc c'est pour ça qu'on dit que le mélange, qu'on appelle un mélange racémique, donc ça vous allez voir souvent, le mélange racémique, c'est un mélange 50-50. Donc 50 de mon dextrogir, puis 50% de mon lévogir. OK? Donc 50% de lui, puis 50% de lui, c'est un mélange qu'on appelle un mélange racémique. OK? Ça va revenir très très souvent le terme mélange racémique lorsqu'on va commencer à faire des réactions. Et ce mélange-là, il est optiquement inactif. Pourquoi? Parce que le dextrogir puis le lévogir s'annulent l'un par rapport à l'autre, OK? Pour la déviation de la lumière. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques qui nous a permis de découvrir qu'il y a quelque chose de particulier avec ces molécules-là qui sont chirales. Mais là, vous allez me dire, bah, c'est plate ça, dévier la lumière, c'est rien de spécial, là. On peut faire quelque chose tu sais, on peut pas faire grand-chose avec ça. Effectivement, c'est pas super intéressant du point de vue de l'utiliser pour quelque chose de particulier, mais c'est qu'en fait, les molécules qui sont chirales peuvent faire beaucoup plus que juste ça. Si on regarde les molécules qu'on a dans le vivant, par exemple, les produits naturels, tels que les glucides, les acides aminés, sont des molécules chirales, donc ils sont chiraux. Donc si vous regardez ici, vous avez le D-glucose, que vous avez probablement déjà vu, puis vous avez le L-glucose. Okay? Le D-glucose, l'image miroir, c'est le L-glucose. Okay? Ce sont des molécules qui sont chirales, donc c'est pour ça que son image miroir, c'est vraiment une molécule différente. Donc, le D puis le L, c'est des appellations qui sont utilisées en biologie. Nous, on ne va pas vraiment les utiliser parce qu'ils ont des séries différentes selon si la série qui est naturelle ou non naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre corps, là, si vous allez manger un aliment, il va contenir du D-glucose, puis votre corps va reconnaître le D-glucose, puis il va pouvoir le prendre, puis le transformer sans problème, dégager de l'énergie. Le L-glucose, par contre, le corps ne le reconnaît pas. Même si c'est pas mal la même molécule, c'est juste à cause de sa forme 3D, de l'orientation des OH dans l'espace, qui fait que c'est une molécule totalement différente pour le corps. Parce que notre corps est fait de plein de protéines, puis toutes les molécules sont faites en 3D, donc les protéines sont aussi en 3D, puis ils reconnaissent un 3D particulier, qui est associé au D-glucose, pas au L-glucose. Donc le L-glucose, il n'y a rien qui produit ça. C'est pas naturel. Même chose pour le plus alanine puis moins alanine. Il y en a un des deux qui est naturel, puis l'autre est non naturel. Ça veut dire que toutes nos protéines utilisent une des deux formes. Je crois que c'est le moins, si je me souviens bien. Puis là, le moins, c'est par rapport à la déviation de la lumière. Okay? Donc, ça veut dire qu'il fait dévier la lumière vers la gauche, tandis que le plus vers la droite. Mais par exemple, votre corps utilise juste le moins alanine, n'utilise jamais le plus alanine. Parce qu'il n'existe pas dans notre corps. Okay? Donc, si vous prenez des protéines, il y aurait juste des moins alanine, jamais de plus alanine. Donc, ça, c'est une des premières choses. Une grosse différence selon ce que le corps est capable de reconnaître. Puis ça va jusqu'à des récepteurs olfactifs et gustatifs aussi qu'on a, qui sont constitués de protéines chirales, donc ils reconnaissent ce qu'on appelle des énantiomères. Donc, les énantiomères, c'est une molécule chirale puis son image miroir. Okay, on va le voir plus en détail plus tard, là, mais
le mot énantiomère, c'est relié à une molécule chirale et son image miroir. Donc, si je prends le plus carbone, puis le moins carbone, c'est la même molécule, mais qu'est-ce qui change? Si vous regardez ici, le H est à l'arrière, puis le groupement ici est à l'avant, puis le côté droit, c'est celui qui a le carbone avec le COO, puis le côté gauche, celui avec la double liaison de ce côté-là. Mais si je prends l'image miroir, ça inverse le COO, puis le côté qui a la double liaison. Puis ça a toute une grosse répercussion sur, pas le point d'ébullition, parce que ça change pas les interactions intermoléculaires. Ça a une répercussion sur la déviation de la lumière. Hein, le plus carbone fait dévier à droite, tandis que le moins carbone fait dévier à gauche. Donc, vous pouvez le voir ici, le alpha D à 20 degrés, c'est de plus 62,07. Donc ça fait dévier la lumière à droite de 62,07 degrés. Tandis que l'autre, si on en prend la même concentration, ça fait dévier à moins 62,07. Ça veut dire à gauche de la même quantité, de la même angle. Donc, ils s'annulent l'un par rapport à l'autre si on les met ensemble à une proportion de 50%, 50%. Puis l'autre chose, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle la graine de Carvey, tandis que ça c'est la menthe verte. Donc, ça ne sent pas la même chose pour notre nez. Donc, les protéines qui se trouvent dans notre nez les détectent de façon différente, parce que c'est pas la même molécule. Okay? Même si c'est à cause de l'arrangement 3D. Okay? Ça a l'air d'être la même molécule, mais c'est différent à cause de comment on a placé les choses autour du carbone qui est ici. Okay? Et ça va jusqu'à la production de molécules qui peut faire une différence entre une molécule puis son image miroir qui peut être dangereux, voire à tuer. Okay? Donc, ce que vous avez ici, c'est un exemple de ce qui s'est produit il y a plusieurs dizaines d'années. On utilisait un médicament qui s'appelle la thalidomide. La thalidomide était donnée pour les femmes enceintes qui avaient besoin de ce qu'on appelle un antiémétique. Donc, ça veut dire pour empêcher les vomissements, donc matinal, par exemple. Donc, quand il y avait ils ne se sentaient pas très bien, ils prenaient ça. Puis ça calmait un peu les hauts le cœur. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on prend cette molécule-là, qui est ce qu'on appelle le R-thalidomide, donc c'est une molécule qui est chirale, ça veut dire qu'elle a une image miroir, qui est la S-thalidomide. Si on les prend ensemble, OK, si vous regardez ici, là, le carbone qui est là, qui a une petite étoile, c'est le carbone qui est chiral. Donc souvent, ce que vous allez voir, c'est que dans les molécules, si vous voulez vraiment repérer facilement les carbones chiraux, vous allez mettre une petite étoile à côté, juste pour savoir que c'est un carbone chiral. Ça vous aide des fois pour vous retrouver. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je ne le ferai pas tout le temps, mais je l'ai fait ici pour le problème, pour cet exemple-là. Ce que vous allez voir, c'est que le H en avant, puis vous avez l'espèce de gros groupement avec l'azote, là, puis des cycles qui se retrouvent à l'arrière. Tandis que dans l'autre molécule, c'est le contraire. C'est le H qui est à l'arrière, puis c'est l'azote avec tous les cycles qui est en avant. Puis juste à cause de ce changement-là, parce que le reste de la molécule, tout est pareil, hein, les liens sont tous pareils, mais c'est juste le positionnement en 3D de ce groupement-là avec le H par rapport à l'autre, l'un par rapport à l'autre, qui fait que on a une molécule chirale puis son image miroir. Il y en a un qui est le médicament, puis l'autre crée des bébés handicapés. Puis le problème, c'est que dans le temps, on donnait le mélange racémique comme produit pour médicaments. Donc le médicament, c'était le mélange racémique dans ce temps-là, c'est-à-dire le mélange de 50% du R puis 50% du S, parce qu'on ne savait pas qu'il y avait vraiment une différence pour le corps. Donc, on ne savait pas que c'est le A qui était le médicament, puis le S qui créait des problèmes, donc qui était tératogène, c'est-à-dire créait des handicaps lors de la production du fœtus. Et là, évidemment, c'était donné à des femmes enceintes, donc c'était pas super. Donc, vous voyez que ça peut aller vraiment entre un médicament puis la mort. Donc, des effets très, très nocifs pour une molécule qui est chirale. Donc, en sachant ça,
Les molécules chirales, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les voir dans la famille qu'on appelle les stéréoisomères. Donc, si vous vous rappelez, on avait commencé à voir la grande famille des isomères. Il y avait des catégories différentes. Puis, à un moment donné, dans une des catégories, on avait les stéréoisomères. Puis, j'avais dit, on va revenir aux stéréoisomères plus tard. Donc, on revient maintenant ici aux stéréoisomères. Puis, on va voir quel genre de stéréoisomères on peut avoir. En réalité, il y a plusieurs catégories. Alors ici, première chose que vous allez vous demander comme question, là c'est la question 5 parce qu'il y avait d'autres questions qu'on s'était posées dans les autres schémas précédemment, là, dans la capsule, je crois que c'est la première capsule du chapitre 3. Donc, la question qu'on se demande, si on a des stéréoisomères, c'est est-ce que la molécule possède un stéréocentre? Un stéréocentre, c'est aussi appelé un centre asymétrique. Deux possibilités. La réponse peut être oui ou non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stéréocentre, ou aussi appelé centre asymétrique? Un stéréocentre, qui est donc appelé centre asymétrique, ou encore, des fois j'appelle ça un carbone chiral, ça veut tout dire la même chose, stéréocentre, centre asymétrique ou carbone chiral, c'est la même chose. C'est un carbone hybridé, sp3, donc il faut que ça soit sp3, il faut qu'il y ait 4 liaisons différentes, puis sur chaque liaison, c'est lié à des groupes d'atomes différents. Pas juste l'atome voisin, hein, pas juste le premier atome rencontré. Tout l'ensemble de tout ce qu'on a lié à un des liens. Par exemple, ici, un CH3, c'est différent d'un CH2, CH3. Oui, les deux, c'est un carbone au départ, mais le reste du groupement est différent. Donc, ça, c'est des groupements différents. Puis si on a un Cl, puis un H, c'est 4 groupements qui sont différents. Donc, à ce moment-là, le carbone qui est là est un stéréocentre. Donc, si vous avez ça, qu'est-ce qui se passe? Puis si vous n'en avez pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on n'a pas de stéréocentre, à ce moment-là, ce sont des isomères géométriques que nous avons. Donc, dans les stéréoisomères, vous avez les isomères géométriques que nous, on a vu précédemment dans l'autre capsule, la capsule 4, donc avec les doubles liaisons, donc les 6 trans EZ, ça, c'est les isomères géométriques. Tandis que on peut avoir, dans le cas où on a des stéréocentres, donc si vous répondez oui, vous avez un stéréocentre, vous avez ce qu'on appelle des isomères optiques. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire dévier la lumière d'une façon ou d'une autre. Alors, les stéréoisomères, donc les deux possibilités, soit que vous avez un stéréocentre ou vous n'avez pas de stéréocentre, bien à ce moment-là, vous avez une géométrie EZ avec des alcènes. OK? Donc, si on regarde ici, les 4 atomes qu'on avait là, longtemps, qu'on avait regardé ensemble, où vous avez la même connectivité parmi ces 4 atomes-là, qu'est-ce qui va différer dans ces atomes-là? Bien, vous allez voir, dans ces molécules-là plutôt, vous allez voir que les deux molécules en haut ici, le OH est vers l'avant, puis le OH est vers l'avant, donc ça ne change pas. Qu'est-ce qui change? C'est que la double liaison, soit elle est posée comme ça c'est la forme géométrique de Z, ou encore comme ça c'est la forme géométrique E, donc double liaison Z et E, donc ce sont des isomères géométriques, ok? Ou encore, vous pouvez les appeler isomères 6 trans EZ. Tandis que eux ici, si on les regarde, on les compare, ces deux-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la double liaison, elle est pareille, une par rapport à l'autre. Elle se superpose, ok? Mais ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on essaie de superposer cette molécule-là par-dessus l'autre, ce qu'on va voir, c'est que le OH qui est en arrière ne va pas se superposer exactement pareil sur le OH qui est en avant. Parce que pour se superposer exactement pareil, il faut vraiment que ça soit dans le même sens. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit vers l'arrière puis l'autre vers l'avant. Il faut que les deux soient vers l'arrière ou les deux vers l'avant. Donc, dans ce cas-ci, le OH ne se superpose pas, même s'il est au même endroit, sur le même carbone, tout, mais à cause de la 3D, il ne se superpose pas. Ce sont des isomères optiques. Donc, image miroir l'un de l'autre. Et finalement, si on regarde la différence entre ces deux-là, la différence entre réalité, c'est que ce sont des conformères. Donc, cette molécule-là, c'est la même molécule, mais on a eu une rotation autour d'un lien simple, qui est le lien qui est ici, là, entre le carbone que le OH et le carbone que la double liaison. Donc, si je fais une rotation, je fais une petite rotation ici, comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en tournant ce lien-là, ça amène la double liaison vers le bas ici. Puis là, je l'aurai comme elle est présentée dans l'autre molécule. Mais des conformères,
ce ne sont pas des isomères, ok, en tant que tels. Parce que c'est la même molécule. Mais les conformants, je vous rappelle, c'est lorsqu'on fait une rotation autour d'un lien simple. Pas d'une liaison double, on n'a pas le droit. Alors ici, vous avez un exercice quand même assez typique là, que vous allez avoir à résoudre de temps en temps là, dans vos exercices. Ça se peut qu'il y en ait dans l'examen également. Donc, vous pouvez vous faire une petite étoile. Là. Je vais le faire avec vous d'abord parce que je veux vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Puis, ça va vous donner des repères aussi pour comment répondre par la suite à ce genre de questions-là. Donc, la question vous demande, parmi les groupes de paires de molécules suivantes, dites-moi si ce sont des molécules identiques, donc est-ce que c'est la même molécule? Est-ce que c'est des conformères? Est-ce que c'est des isomères de position? Isomères de fonction? Est-ce que c'est des isomères optiques ou des isomères géométriques? Donc évidemment, les isomères de position et de fonction, ça fait un petit bout de temps qu'on les a vus dans une autre capsule du début du chapitre 3, donc vous aurez peut-être à aller retourner, le voir, pourquoi c'est la position qui est différente ou la fonction qui est différente. L'autre chose, c'est que les molécules identiques puis conformères, mais c'est sûr que ça se ressemble parce que les conformères, c'est la même molécule, mais représentée différemment selon une rotation autour d'un lien simple. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a une petite différence quand même entre les deux. Alors, ce que moi je fais, je vais vous montrer un petit peu comment je vais résoudre ça. Donc, je vais passer ici. Comme ça, donc j'ai dessiné les molécules pour pouvoir les utiliser puis vous montrer comment j'ai manipule. Donc qu'est-ce que je ferais? Par exemple, pour la première molécule qui est là, je vais essayer de superposer la molécule, la première ou la deuxième représentation, peu importe. J'essaie de superposer une sur l'autre pour voir est-ce que c'est la même molécule ou non, c'est quoi qui est différent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais essayer de superposer la chaîne de carbone. Donc, on a le droit de tourner les molécules. Si vous vous souvenez, je vous ai dit, vous avez le droit de faire des rotations. Puis, si j'essaie de faire une rotation comme ça, qu'est-ce que j'arrive à voir? C'est que la chaîne de carbone va se superposer sur la chaîne de carbone, mais le OH, qui est dans un cas en avant, puis dans l'autre cas en arrière, mais ne se superpose pas. Fait que vu que leur différence, c'est à cause du OH en avant et en arrière, ça, c'est une différence d'isomère qu'on dit isomère optique. Okay? Donc ici, on a des isomères optiques pour le A. Optique. Ensuite, pour le B, donc le B, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de superposer la chaîne de carbone avec celle qui est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais flipper la molécule. Quand je flippe la molécule, que je fais comme un 180 degrés de la molécule, s'il y a un groupement qui est vers l'avant, il va flipper vers l'arrière. Donc ça va être une des choses que je vais faire. Je vais changer. Donc quand je vais flipper comme ceci, je vais devoir me dire que le CH3 qui était de ce côté-là, maintenant il est rendu vers l'arrière comme ça. Donc qu'est-ce que je vois? C'est que quand j'essaie de superposer mes deux molécules, il y a une différence, pas par rapport au CH3, les deux sont en arrière, mais par rapport à la double liaison. Donc, puisque la double liaison, dans un cas, elle est d'une certaine géométrie, tandis que dans l'autre, elle est d'une autre géométrie, donc par exemple 6 à trans, 6 puis trans, à ce moment-là, on a des isomères qu'on dit des isomères géométriques, parce que c'est la double liaison qui est différente. Vous pouvez aussi appeler ça des isomères 6 trans ou EZ, là, c'est aussi accepté. Pour le C, je vais faire exactement la même chose. Je vais flipper la molécule, puis souvenez-vous que quand je flippe la molécule, ça amène mon BR qui était de l'autre côté en avant, et maintenant il est rendu en arrière. Vous vous rappelez, là, quand j'ai fait les exercices au départ, puis là, qu'est-ce que je vois? C'est que les deux BR se superposent, puis avec toute la chaîne de carbone, donc c'est exactement la même molécule. Donc ça, c'est des molécules identiques. Je n'ai même pas besoin de faire des rotations autour d'une liaison simple pour retrouver. Donc c'est carrément la même molécule. Maintenant pour le D. Le D, qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai pratiquement la même molécule déjà, mais quand j'essaie de les superposer, je vois qu'il y a un problème par rapport au CH3 qui est ici, par rapport au CH3 qui est là. Là, si vous regardez bien,
la forme qui est ici, le carbone qui est là, il y a un CH3, puis il y a un CH3, il y a un H, puis il y a un CH2CH3. C'est pas un carbone qui est chiral. Fait que ça, c'est une des choses que, plus on va avancer dans le chapitre, plus vous allez vous rendre compte que la première chose que vous allez regarder, c'est est-ce qu'il y a un carbone chiral dans ces cas-là? Puis s'il n'y en a pas, ben ça peut pas être des isomères optiques. Fait que ça, c'est pas des isomères optiques. En réalité, qu'est-ce que je peux faire, c'est qu'en tournant autour de la liaison simple, donc si je fais une rotation comme ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le lien qui est vers l'arrière ici, je vais le faire comme ceci, je vais vous représenter plus comme ça ici. Donc le lien qui est en arrière, si je l'amène ici comme ça, il va s'en aller vers l'avant, tandis que le lien qui était droit va s'en aller droit ici comme ça vers le bas, puis je vais me retrouver avec la même molécule après une rotation autour d'un lien simple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des conformères. Okay, donc ici, on avait des conformères. Donc c'était des dessins de la même molécule, mais il fallait faire une rotation autour d'un lien simple pour les retrouver comme étant dessinés de la même façon. Le E est quand même simple parce qu'on voit tout de suite c'est quoi la différence. Donc vous avez le but 2N, mais vous avez la forme trans, puis vous avez la forme 6. Donc directement, vous voyez que ce sont des isomères. Excusez-moi. Géométriques. Mais si vous désirez écrire isomère 6 trans, c'est aussi correct là, comme terme. Pour le F, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une rotation. Donc, je vais essayer de superposer cette molécule-là par-dessus l'autre. Donc, pour faire ça, je veux que les carbones se superposent. Donc, j'ai même pas besoin de faire une rotation, j'ai superpose directement comme ça. Puis on voit, les carbones se superposent. Mais c'est quoi le problème? C'est que le OH ici, puis le OH qui est là, il n'est pas sur le même carbone. Il est sur le carbone 2, tandis que là, il est sur le carbone 3. Donc ça, c'est carrément sur des positions différentes du carbone que vous allez retrouver l'alcool. Donc à ce moment-là, ce sont des isomères qu'on appelle de position. Ici, j'ai mis un qui est en avant, l'autre qui est en arrière, mais c'était juste un attrape parce qu'au fond, ça n'a pas d'importance la 3D. Dès que vous avez des positions différentes, c'est ça qui va prendre la priorité sur le type d'isomère. Finalement, pour le G, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est que vous avez la molécule qui est la suivante. Je veux la faire superposer le plus que je peux sur l'autre. Fait qu'est-ce que je pourrais faire? C'est la faire flipper. Comme je dis, faire un flip complet, donc horizontal. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le OH qui est en arrière s'en vient en avant. Puis là, qu'est-ce que je vois? C'est que c'est la même molécule. OK? La trappe, c'était que on aurait pu penser que c'était des isomères optiques, puisqu'il y en a un qui est un OH vers l'arrière, l'autre vers l'avant. Mais si on regarde les groupements qu'on a, c'est un CH3 d'un côté, un CH3 de l'autre. Donc on a deux fois le même groupement. Donc ça fait en sorte que sur un carbone, si vous avez deux fois le même groupement, ben à ce moment-là, c'est pas des isomères optiques possibles, parce qu'il n'y a pas de stéréocentre. Il faut avoir 4 groupements différents. Si on aurait eu un CH2, CH3 d'un côté, puis un CH3 de l'autre, là, on aurait eu 4 groupements différents. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça, ce sont des molécules identiques. Et finalement, pour le H, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la double liaison, elle n'est pas au même endroit entre les deux molécules. Donc, entre le carbone 1 et le carbone 2 ici, puis entre le carbone 2 et le carbone 3 là. Donc ça, ce sont des isomères, encore une fois, de position, puisque c'est la position qui est de votre fonction qui est différente. Donc ça, c'était cet exercice-ci. Donc, l'exercice 6, je vous ai montré un petit peu comment je fonctionne. Il va falloir pratiquer. Je sais qu'au départ, c'est un petit peu difficile là, pour vous de vous retrouver parce que là, je fais beaucoup de modifications dans l'espace en 3D. Donc, prenez des crayons des fois pour essayer de voir comment je peux tourner la molécule. Puis c'est en faisant que vous allez vraiment développer votre sens de la 3 dimensions de façon plus particulière. Maintenant qu'on a vu c'est quoi des isomères optiques,
on va devoir commencer à nommer ces isomères optiques-là. Donc, on va leur donner des noms particuliers parce qu'on veut vraiment savoir faire la différence entre un isomère optique puis son image miroir. Okay? Donc, une molécule chirale puis son image miroir, on veut s'assurer, donc entre les deux, qu'on appelle des énantiomères, on veut s'assurer qu'on soit capable de différencier lequel est lequel. Donc, on ne veut pas qu'il y ait le même nom. Il va falloir leur donner des noms différents. Un petit peu comme pour les doubles liaisons, on avait les termes E et Z, mais pour les isomères optiques, on va utiliser une convention qui est R et S. Donc, pour les carbones qui sont chiro, donc dans vos molécules, vous allez donner la lettre R ou S à tous les carbones qui sont chiro dans votre molécule. Donc, si vous avez un carbone chiral, il peut être R ou S. Puis si vous en avez plusieurs, il faut décider pour chaque carbone s'il est R ou S. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la configuration absolue pour un stéréocentre. Donc un carbone qui est sp3, qui a 4 groupements différents autour de lui. Pour faire ça, on va suivre les règles qui proviennent de Kahn, Engel et Prelog, qui sont les mêmes règles, pas mal, les mêmes que ceux qu'on a utilisés pour les doubles liaisons. Okay? Sauf qu'il va y avoir une petite chose, c'est qu'on va regarder dans quel sens on va tourner. Okay? Si on tourne dans le sens R, ça vient de rectus, pour le latin, c'est à droite, tandis que S, ça vient de sinister, donc du latin pour gauche. Donc, lorsqu'on tourne dans le sens R, c'est qu'on va tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, tandis que le sens S, c'est qu'on tourne dans le sens anti-horaire. R, horaire, tandis que S, anti-horaire. Mais là, pour l'instant, je vous montre dans quel sens ça va tourner, mais là, je ne vous ai pas expliqué qu'est-ce qu'on va regarder en particulier. Okay? Donc, je vous rappelle que pour les doubles liaisons, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait donné les priorités 1 et 2 à chaque groupement qui se trouvait sur chaque carbone de la double liaison. Maintenant, quand on a un carbone qui est chiral, c'est un carbone qui a 4 groupements différents. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va donner 4 priorités. Donc, priorité 1, 2, 3 et 4 à chaque groupement qui se trouve autour de notre carbone chiral. Donc, pour faire ça, on va utiliser les mêmes règles qu'on avait vues pour les doubles liaisons. C'est juste qu'on va avoir maintenant, au lieu de donner juste priorité 1, 2, puis 1, 2, on va donner 1, 2, 3, 4. Donc, plus votre numéro atomique est élevé de l'atome le premier atome que vous rencontrez, plus la priorité est élevée pour ce groupement-là. Donc, je vous rappelle, donc I, c'est celui qui a la plus grande priorité parmi la liste qui est là, puis on descend BA, CL, S, etc., jusqu'au H, qui est toujours le petit dernier. Donc, quand on regarde pour les priorités 1, 2, 3, 4, ça va toujours être le 4, le H. Si jamais on aurait on aurait des hydrogènes avec un nombre différent de neutrons, ok? À ce moment-là, on aurait ces exemples-là, mais faites-vous-en pas, ça n'arrivera pas dans nos cas. Fait que vous pouvez faire comme si on n'avait pas ça ici. Mais si vous auriez de l'hydrogène ou du deutérium ou du tritium, bien, selon le nombre de neutrons, ça augmente la masse. Donc, à ce moment-là, on irait vers l'isotope qui a le plus de masse. Mais on ne verra pas vraiment d'isotope dans le cadre du cours. On va s'en tenir vraiment à, par exemple, la liste qui est ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder votre carbone qui est chiral. On va regarder qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Puis on va regarder si jamais il y a des voisins, des atomes qui sont identiques, qui sont attachés à votre stéréocentre, il va falloir regarder les voisins comme on avait fait pour les liaisons doubles. Donc je vais quand même passer assez rapidement ici, parce qu'on a déjà vu toutes ces règles-là, mais on utilise les mêmes. Fait que c'est pour ça que ça va vraiment comme ça va vraiment ensemble, là, ces deux méthodes-là. Donc dans le cas qui est ici, la première chose, c'est de pouvoir savoir il est où le carbone qui est chiral, s'il y en a un ou plusieurs. Donc la première chose, on regarde le premier carbone, il y a 2 H, donc il ne peut pas être chiral. Deuxième, pareil. Le dernier, il y en a même 3, ça ne peut pas être lui. Là, le quatrième carbone ici, par rapport à si on regarde de gauche à droite, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a un chlore, un CH3, il y a toute cette chaîne de carbone-là, puis il y a un autre CH3. Fait qu'il y a 2 fois CH3, même si ils sont dessinés différemment. Là, je les ai dessinés en Lewis, là, mais c'est sûr qu'on ne fera pas ça tout le temps. C'est juste
pour vous montrer ici. Fait que ce carbone-là, il n'est pas chiral, parce que 2CH3, même s'ils sont écrits différemment, c'est quand même 2 fois le même groupement. C'est le carbone qui est ici qui est le seul chiral dans ce cas-ci. Il y a ce groupement-là de carbone, il y a un H, un CH3, puis ce groupement-là de carbone. Donc, c'est des groupements, 4 groupements différents. On ne fait pas juste regarder le voisin immédiat pour regarder s'ils sont différents. On regarde toute l'entité complète. Maintenant, quand on donne les priorités, là, on va regarder juste l'atome, le premier atome qu'on rencontre. Donc, dans le cas qui est ici, on a carbone, carbone, carbone et hydrogène. Donc, hydrogène, toujours le petit dernier, ça va être notre numéro 4. Maintenant, il va falloir décider entre les 3 carbones, lequel a la priorité 1, 2, 3, parce que la 4 est déjà donnée. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je regarde les voisins. Donc, les voisins pour le carbone qui est ici. À part le carbone d'où je viens, qu'est-ce que j'ai? J'ai hydrogène, hydrogène et carbone. Donc, j'ai carbone, carbone, hydrogène. Donc, toujours encore une fois, notre liste de 3 items. Ensuite, qu'est-ce que j'ai par rapport au CH3? Ben, c'est un carbone qui est lié à 3 hydrogènes. Et finalement, le carbone qui est à droite, lui, est lié à un chlore, un carbone et un non-carbone. Donc, chlore, carbone, carbone. Donc, comme je faisais précédemment avec les doubles liaisons, qu'est-ce que je fais? C'est que je compare le plus gros de ma liste qui est ici par rapport au plus gros de ma liste qui est ici par rapport au plus gros de ma liste qui est là. Donc, c'est du 1 contre 1 contre 1. OK? Pas la somme, là. C'est vraiment... On regarde carbone contre hydrogène contre chlore. Bien, chlore, c'est lui qui est le plus important. Celui du carbone, celui de l'hydrogène. Donc, le carbone qui est ici va être priorité numéro 1. Le carbone qui est ici va avoir la priorité numéro 2. Et le 3 va être à celui-là, puisque j'ai déjà donné le 4 avant que j'aie mes égalités. Okay? Donc ça, c'est un exemple de ça. Si je vous en mets un autre exemple ici, là, pour l'instant, on ne sait pas dans quel sens on tourne parce que je n'ai pas fait la 3D de la molécule. Okay? C'est juste pour vous représenter comment on va donner nos priorités. Maintenant, si je regarde la molécule qui est là, puis je fais la même chose, je me rends compte que le premier carbone, qui est ici à gauche complètement, il est lié à 3 OH. Il n'est pas, à ce moment-là, chiral, okay, parce qu'il y a 3 fois le même groupement. Le carbone qui est ici complètement à droite, il est lié à 2 hydrogènes. Il ne peut pas être chiral. Donc, celui au centre, si on regarde, c'est le seul qui est chiral, parce qu'il est lié à un H, un CH3, un C avec 3 OH, puis un C avec un SH, puis 2 hydrogènes. Donc, c'est lui qui est chiral ici. Donc, ce carbone-là, on regarde ses voisins immédiats, donc hydrogène, carbone, 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 pour les priorités. Donc, encore une fois, on a hydrogène qui est le numéro 4, puis on a égalité pour 1, 2, 3. Donc, on va devoir regarder les voisins de ces 3 carbones-là. Donc, le premier, j'ai 3 oxygènes comme voisins. Le deuxième, j'ai 3 hydrogènes comme voisins. Puis le dernier ici, j'ai un S, donc un soufre, puis 2 hydrogènes. Et là, la chose que je vous ai toujours dit de faire attention, c'est que là, il y a des gens qui vont me dire, ben 3 O, ça bat un soufre. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça, OK? C'est du 1 contre 1 contre 1. Donc, un oxygène contre le plus gros ici, c'est le soufre, contre le plus gros ici, c'est l'hydrogène. Donc, ce qu'on voit, c'est que le soufre a priorité sur l'oxygène, qui lui a priorité sur l'hydrogène. Donc, ça me donne priorité 1 sur le carbone qui est ici, priorité 2 sur celui-là, et 3 sur celui-ci. Donc, ça va faire en sorte que quand je vais regarder les priorités, tantôt, quand je vais tourner, il va falloir que je regarde 1, 2, 3. Donc, c'est pour ça qu'il faut les voir dans le bon ordre. Mais pour l'instant, je ne peux pas tourner parce qu'ils ne sont pas vraiment dessinés en 3D, là. C'est juste des exemples. Une autre chose que j'ai déjà montré, fait que je vais aller assez vite, c'est que si jamais vous avez une liaison double, pour les égalités, pour faire la liste des 3 items, une liaison double, ça compte comme 2 fois le même atome, puis une liaison triple, ça compte comme 3 fois le même atome dans la liste lorsqu'on veut avoir les items lors d'une égalité pour les priorités. Un exemple de ça, c'est la molécule qui est ici. Donc la molécule qui est ici, le carbone qui est tout en haut ne peut pas être chiral. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sp3, il est sp2. Donc déjà, on peut l'exclure. Le carbone qui est en bas, lui, il y a 2 hydrogènes, donc il ne peut pas être chiral, parce que 2 fois le même groupement. Le carbone au centre, lui, il est lié à OH, H, un carbone qui a ça autour de lui, puis un carbone qui a ça autour de lui, donc c'est 4 groupements différents. Donc le carbone au centre est un carbone chiral. Si on donne des priorités, on a
hydrogène, carbone, oxygène, carbone. Donc déjà, j'ai déjà des atomes qui sont différents. J'ai un hydrogène que je sais qui est déjà numéro 4. Puis là, entre les trois autres, c'est oxygène, carbone et carbone. Mais déjà, oxygène, il est plus prioritaire que les carbones, donc je vais déjà donner la priorité 1 ici. Fait que là, les deux carbones, ils se battent pour 2 et 3. Ils se battent pas pour 1 et 4, ils sont déjà donnés, OK? Donc, lorsque je vais comparer les deux qui sont ici, qui sont égales, je vais regarder leurs voisins pour savoir lequel va avoir la priorité 2 puis lequel va avoir la priorité 3. Je ne vais pas redonner la priorité 1 maintenant parce qu'on l'a déjà donné lors de la première ronde. OK? Donc, la ronde d'égalité, c'est comme la deuxième ronde. Donc, on regarde ici. Le carbone qui est en haut, il est lié à un oxygène 2 fois, donc OO, et un H, tandis que le carbone en bas, il est lié à un oxygène et 2 hydrogènes, donc comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'on voit, c'est que O contre O, donc oxygène contre oxygène, c'est pareil. On passe au prochain, oxygène contre hydrogène. À ce moment-là, c'est l'oxygène qui l'emporte. Et on a donc la priorité 2 pour le carbone qui est en haut, puis la priorité 3 pour le carbone qui est en bas. Donc là, c'est bien beau de savoir, OK, comment donner mes priorités 1, 2, 3. Ça, c'est la première chose que vous devez faire comme il faut. Maintenant, c'est d'être capable de voir ces priorités-là, 1, 2, 3 et 4, puis de les positionner de la bonne façon pour pouvoir regarder si c'est R ou si c'est S. Donc, si ça tourne à droite, donc sens horaire, ou si ça tourne à gauche, sens anti-horaire. Donc, pour faire ça, admettons que vous avez les priorités 1, 2, 3 et 4 comme ça. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre votre molécule qui est comme ça, puis vous devez regarder dans le sens où le numéro 4 doit être à l'arrière. Donc ça, c'est votre molécule. Donc priorité 1, 2 et 3, et la priorité 4 ici. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre la molécule puis la tourner pour pouvoir faire face directement. Donc je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air présentement. Juste essayer de vous montrer une molécule qui correspond à ça. Donc, je vais allumer la webcam ici pour que vous puissiez voir. Ici, vous avez exactement la même molécule que vous avez dessinée là. OK? C'est la même chose. Donc, plutôt, non, excusez-moi, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. C'est le vert qui est à l'avant, excusez-moi. Puis le rouge qui est à l'arrière. Donc, vous avez ça ici. OK? Comme ça. Parfait. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut amener la molécule pour que le 4, qui est votre boule blanche ici, soit à l'arrière. Donc, on va la tourner comme ça pour que vous puissiez voir la molécule de cette manière-là. OK? Donc, vous placez votre œil. Vous devez placer votre œil comme pour regarder dans le sens du lien du carbone vers le numéro 4. Parce que le numéro 4, la priorité 4, on veut la voir à l'arrière parce qu'on ne va pas la regarder pour savoir si on tourne dans le sens R ou dans le sens S. C'est juste les priorités 1, 2, 3 qui sont importantes. La 4, il faut qu'elle soit à l'arrière. Donc, si elle n'est pas à l'arrière, il faut l'amener à l'arrière. Donc, vous devez faire une rotation comme ça de la molécule pour l'amener, le numéro 4, à l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit 1, on voit 2 et on voit 3. Donc, comme vous l'avez ici sur votre présentation. Donc, 1, 2, 3. Donc, quand on tourne, 1, 2, 3, on voit qu'on tourne dans le sens anti-horaire. Donc, ça, c'est le sens pour la lettre S. Maintenant, si je prends la molécule qui est son image miroir, donc l'image miroir de tout ça, ça serait la molécule suivante. Donc là, le rouge est à l'avant, le vert est à l'arrière, le bleu est en haut, le blanc est ici sur le côté. Et là, on doit faire la même chose. On veut regarder la molécule toujours vers le 4, vers l'arrière. Donc, on va tourner la molécule comme ceci pour la voir, le numéro 4, à l'arrière. Il disparaît à l'arrière, on le voit comme plus vraiment. OK, il est comme plus important. Vous voyez ici, le 4 est vraiment à l'arrière. On voit plus grand-chose. Par rapport au 4, on voit juste le 1, le 2 et le 3. Puis on se rend compte que là, ça tourne dans le sens 1, 2, 3, dans le sens de l'autre lettre. Donc, R. Donc ça, c'est une molécule puis son image miroir. Donc, il y en a une qui est S, l'autre est R. Alors ça, c'est pas facile à faire de tourner une molécule quand vous l'avez dessinée sur votre feuille. Fait que moi, je vais vous donner une façon de faire pour pouvoir passer
de la stéréochimie R et S, puis être capable de savoir facilement comment on dessine, comment on représente une molécule ou une autre. Donc, est-ce qu'on a le R ou est-ce qu'on a le S? Donc, je vais vous montrer ma technique dans la prochaine capsule, parce que ça commence à être un petit peu long. Là. Je sais que je ne veux pas faire des capsules trop longues, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire dans ce chapitre-là. Okay? C'est le chapitre le plus important, fait que je voulais vraiment être détaillé avec vous sur tout ce qu'on a à voir. Donc, dans la prochaine capsule, je vais vous expliquer comment moi, je vous conseille de faire avec vos priorités 1, 2, 3, 4, puis on va faire un exemple de ça. Puis après ça, on va voir les différents types d'isomères optiques qu'on peut avoir. Alors, d'ici là, à la prochaine!